La question, puis merci aussi pour l'invitation à participer à ce panel webinaire. C'est vraiment très apprécié. En fait, pour cette partie, je ne vais pas non plus dresser un portrait global de tout le système financier canadien ou québécois parce que ce serait très, très complexe. Donc, en termes d'intervenants, j'ai plutôt choisi d'y aller avec les principaux intervenants à qui vous pourriez avoir affaire, avec qui vous pourriez avoir affaire dans votre vie, dans le parcours financier. Puis je commence à la base. Quand vous arrivez au Canada, on sait surtout que la première personne qu'on va voir quand on va aller voir une banque, parce que la banque, c'est toujours la référence, c'est aller voir le conseiller bancaire. Et donc, le conseiller bancaire, en fait, c'est quoi son rôle? Il va nous aider à prendre des décisions par rapport à, exemple, le choix d'un compte bancaire, le choix d'une carte de crédit, le choix des différentes options en termes de crédit qui existent. Est-ce qu'on veut un prêt personnel, un prêt hypothécaire ou bien une marge de crédit et autres. Puis aussi, vous nous proposez certains produits d'épargne plutôt classiques, donc qui peuvent offrir, comme par exemple étant un compte un certificat de placement garanti, par exemple, et un compte d'épargne à intérêt élevé, etc., etc. Puis, je pense que le conseiller bancaire, c'est la figure qu'on retrouve un peu dans tous les pays. Qu'on vienne d'Abidjan, qu'on vienne de la France, c'est la figure que tout le monde connaît, en fait. Quand on parle quand on a affaire avec le domaine des finances, des histoires financières, c'est vraiment le conseiller bancaire qu'on connaît tous. Et une chose à savoir, c'est aussi en question par rapport à ce qui a trait à la rémunération. Comment est-ce qu'il est payé le conseiller bancaire? Contrairement aux autres intervenants dont je parlais par la suite, le conseiller bancaire, en fait, il est payé par la banque avec qui vous faites affaire. Donc, vous n'avez pas à débourser de l'argent de votre poche pour le payer le conseiller bancaire. En général, quand vous avez un compte bancaire ou un compte d'épargne, etc., vous avez toujours des frais d'administration que vous payez pour ces comptes-là. Et ça, c'est ça qui permet de payer le conseil, enfin, c'est ça qui permet à la banque de payer le conseil bancaire. Donc, vous n'avez pas de sous en plus à payer à un conseil bancaire. Donc, vraiment garder en tête que le conseiller bancaire, bien, certains vont appeler le conseiller en finances personnelles, que vous allez voir dans une institution financière ou bien dans une caisse des jardins ou autre. C'est vraiment la porte d'entrée qui, par la suite, pourra vous référer à d'autres spécialistes encore par après. Mais il va vraiment être là plus pour vous aider à choisir le bon compte bancaire pour vous, à voir les options de tout ce qui est en lien avec le crédit, les prêts et certains produits d'épargne. Par la suite, un autre intervenant que vous allez pouvoir avoir auprès d'autres institutions financières ou bien dans le monde financier du Québec, du Canada en général, c'est ce qu'on appelle le conseiller en sécurité financière. Là, les catégories dont je parlais maintenant, c'est ce qu'on va appeler en gros pour généraliser les conseillers financiers. Mais quand on parle de conseiller financier, en fait, il faut faire très attention parce que conseiller financier est un terme générique qui regroupe plusieurs spécialités. Et c'est là que la spécificité du Canada, du Québec entre en jeu. C'est que normalement, dans notre pays, quand on a besoin de tous les produits financiers dont on a besoin, on va voir le conseil bancaire, on s'arrête là. Au Canada, chaque type de produit financier a son spécialiste à côté. Et là, la première catégorie, ça va être le spécialiste, donc le conseiller en sécurité financière, qui lui est spécialiste de ce qu'on va appeler l'assurance de personnes. Donc, vous voulez une assurance vie, vous voulez une assurance invalidité, une assurance maladie et autres, ça va être plus le conseiller en sécurité financière que vous allez aller voir. Celui-là, il va avoir un permis donc auprès de l'autorité des marchés financiers pour vendre des produits surtout d'assurance de personnes. C'est vraiment le permis rattaché à ça, c'est assurance de personnes. Et il pourra, à certains égards, vous vendre certains produits d'épargne, qu'on va plus parler de fonds distincts. Ça, c'est une catégorie d'épargne qui est un peu particulière, puis on ne va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Donc, gardez en tête, besoin d'assurance, vie, invalidité, maladie grave et autres, un conseiller en sécurité financière. Par la suite, si vous voulez épargner, par exemple, vous allez avoir ce qu'on appelle le représentant de fonds communs ou bien le représentant d'épargne collective. C'est un représentant qui va vous offrir à vous ce qu'on appelle des produits d'épargne collective. Donc, va permettre de mutualiser votre argent, donc de prendre l'épargne de tout le monde. Par exemple, ici, on a Mérette, on a Calendré, on a Annick. Il va prendre chacun notre épargne, mettre ça dans un fonds commun de placement et nous redistribuer à chacun d'entre nous des parts de ce fonds commun de placement-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle de représentant d'épargne collective parce qu'il collecte notre épargne, le met dans un fonds et nous donne des parts. C'est ça qui va être notre épargne. Le conseiller en sécurité financière et le représentant d'épargne collective, ils peuvent être la même personne.
Donc, une personne peut être à la fois avoir le permis, on viendra plus tard pour les permis, mais avoir à la fois le permis de conseiller d'épargne collective et de conseiller en sécurité financière. C'est la forme la plus courante qu'on voit de plus en plus. Donc, c'est ça qu'on parle de conseiller financier, parce qu'ils vont avoir en général les deux permis. Mais c'est bien important de faire attention. Et parfois, ce n'est pas tout le monde qui a les deux permis. Donc, fais attention quand on parle d'assurance de personnes à vie, invalidité et autres, un conseil en sécurité financière. Quand on veut investir dans ce qu'on appelle les fonds communs de placement, là, c'est un reprenant d'épargne collective. Une autre personne que vous aurez beaucoup aussi à faire, c'est un planificateur financier. Le planificateur financier, c'est, on va dire, un peu comme le médecin généraliste pour vous. Donc, au Québec, vous allez voir, il y a le médecin spécialiste qui va être plus comme le conseiller en sécurité financière ou bien le reprenant d'épargne collective. Le planificateur financier, c'est le médecin généraliste qui a une vision globale de vos finances, qui peut travailler avec vous pour vous faire un plan financier, mais qui prend en compte aussi bien votre situation financière que votre situation fiscale et surtout va parler avec vous de comment faire pour protéger votre épargne, votre patrimoine financier. Quand on parle de planificateur financier, c'est un titre réservé. Okay? Quand quelqu'un vient vers vous pour dire qu'il est planificateur financier, il faut que vous assurez qu'il est bien inscrit à l'Institut à l'Institut québécois de planification financière. Donc, c'est l'ordre professionnel qui régit les planificateurs financiers. Si une personne n'est pas inscrite auprès de cet ordre-là, il ne peut pas porter le titre de planificateur financier. C'est vraiment important de faire attention à ça. Après, une autre personne que vous pouvez surtout beaucoup rencontrer, surtout pour les jeunes parents, ou bien enfin, les parents qui ont des enfants, des jeunes enfants, c'est ce qu'on va appeler le conseiller de plans et bourses. Le conseiller de plans et bourses, c'est celui qui va venir chez vous pour vous parler de tout ce qui va être régime d'épargne études, donc un régime enregistré d'épargne études, plus connu sous le terme de R3E, donc qui permet de mettre de l'argent de côté pour les enfants. Donc, il va parler de tout ce qui va être régime d'épargne études pour individuels ou familiaux ou bien collectifs encore. Donc, c'est vraiment les principaux intervenants que vous allez rencontrer dans votre vie. À part le conseiller bancaire qui va surtout être rattaché à une banque ou à une caisse, les autres intervenants dont je parlais, ils peuvent être soit rattachés à une institution financière, donc une banque ou une caisse, ou bien être indépendants. Et quand je parlais tout à l'heure, c'est que vous voyez qu'il y a une multitude de titres, de rôles, d'intervenants dans le système financier québécois. Et encore là, j'ai juste cité un échantillon de ces gens-là. Quand ils vont venir vous voir, quand vous venez d'arriver au Canada, tout ce monde-là va venir vous voir parce que quand vous venez au Canada, même si vous venez pour étudier, vous avez quand même une personne d'intérêt pour eux, parce que vous avez soit besoin d'assurance, ou bien vous avez un petit pécule que vous souhaitez épargner, investir. Il va être très important pour vous, et ça, c'est vraiment votre devoir à vous, de vous assurer que la personne qui vient vous voir pour vous vendre un produit financier, que ce soit de l'assurance ou de l'épargne, a le permis qu'il faut pour ça. Okay? Et comme je disais tout à l'heure, faites très attention, chaque personne doit avoir doit avoir le bon permis pour vendre le bon produit. Et pour ça, vous avez une ressource dont on parlera plus tard qui est le registre des personnes et des entreprises autorisées à exercer de l'autorité des marchés financiers qui elle vous aide justement à vérifier les permis des gens. Donc, c'est pas mal ça pour moi. Oh, c'est génial, Annick, d'entendre tout ça. J'espère que les gens de l'autre côté de l'écran prennent des notes parce que c'est beaucoup d'informations utiles. Maintenant qu'on comprend un peu mieux le système, les parties prenantes du système, je vais inviter Carl-André à nous parler un peu plus en profondeur des institutions financières et de leurs activités d'assureurs. Plusieurs d'entre nous ont déjà certaines assurances. Et d'autres devraient en avoir une. Alors, pourrais-tu, s'il te plaît, nous démystifier un peu les assurances, Carl-André? Oui. Bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut assurer, puis c'est important toujours de se poser la question, qu'est-ce que je veux assurer? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs vedettes internationales qui vont assurer, par exemple, des chanteurs qui vont assurer leur voix. Donc, on peut assurer littéralement n'importe quoi. Maintenant, la question, c'est quel est le risque? Par exemple, j'achète une maison. Si ma maison n'est pas assurée, quel est le risque? Bien, le risque financier est énorme
parce que je pourrais tout perdre dans un incendie, une inondation, quelque chose de grave. Donc, la question, c'est toujours, c'est quoi le risque que j'ai? Qu'est-ce qui arrive si ce risque-là se produit? Donc, par exemple, je décide de ne pas avoir d'assurance pour ma voiture, bien, le risque, c'est de perdre la valeur de ma voiture. Donc, ça fait partie des questions qu'il faut se poser. Par exemple, quand ma voiture vaut 3 000 versus une voiture neuve à 30 000, le risque n'est pas le même de faire un accident. Donc, le risque financier n'est pas le même. Donc, ce n'est pas nécessairement la même assurance qu'on va prendre pour ces deux véhicules-là. Donc, il y a des assurances pour tout. On va nous proposer des assurances habitation pour notre maison ou notre appartement. Ça fait partie des assurances qu'on ne se pose pas la question, on la prend. C'est tout. Il n'y a pas de question à se poser. Anecdote personnelle, j'ai déménagé il y a quelques années dans un appartement. J'ai fait mon branchement pour la laveuse sécheuse, donc pour laver mon linge. Je fais ma première brassée de linge et j'avais mal installé le tuyau, dégâts d'eau, bonne première journée. Ça a coûté à peu près entre 30 et 40 000 de dédommagement parce que ça a coulé sur tous les voisins, ça a brisé leur chose. Donc, c'est la grosse opération. Et heureusement, ça m'a coûté 164 pour l'assurance pour toute l'année. L'année suivante, ils ont augmenté ma prime. Ça me coûtait 202 Donc, pour économiser 40 000 ça m'a coûté 200 par année. Ce qui est en soi, donc il y a des choses comme ça qu'on doit s'assurer. C'est une obligation. Maintenant, est-ce que je dois assurer ma télévision? Donc, j'achète une nouvelle télévision. Est-ce que je dois l'assurer? Bien, le risque, c'est si je la brise, je vais en racheter une autre. Donc, le coût des assurances pour des objets comme ça, souvent, c'est la moitié du prix de l'objet en question. Donc, il faut toujours se poser la question, est-ce que j'ai vraiment un risque à assurer? Donc, pour une maison, un appartement, c'est sûr qu'on assure parce que le risque est trop grand. Les assurances-vie, c'est quelque chose qui, à un certain moment dans la vie, quand on commence à avoir des actifs, quand on a une famille, quand on a des choses, des engagements financiers qui dépendent de nous. Par exemple, je suis le salaire principal de la famille. S'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que ma famille fait? Donc, il y a un risque financier derrière ça. Et c'est pour cette raison-là que j'ai été chercher des assurances-vie. Maintenant, il existe une palette d'assurances-vie incroyable. Vous pourrez en discuter justement avec les conseillers en sécurité financière qui pourront vous référer vers les bons spécialistes pour toutes ces questions-là, à savoir c'est quoi l'assurance qui me convient à moi. Parce que c'est bien important de comprendre qu'il n'y a rien, il n'y a pas de one size fit all en service financier. Il n'y a jamais une bonne réponse qui fonctionne pour tout le monde. C'est toujours du cas par cas. Et c'est pour ça que ça vaut la peine d'aller voir des professionnels. Puis que des fois, les réponses sur Internet qu'on peut trouver un peu à gauche et à droite, il faut faire attention parce que ça ne s'adapte pas nécessairement à ma situation. Donc, au niveau de l'assurance-vie, c'est quand on a des engagements financiers, finalement, qu'on doit penser à faire ça. Par exemple, j'ai une entreprise qui dépend de moi, à quelque part, un peu comme Annick qui dans son entreprise KDF, qui dépend de sa personne. Donc, à un certain moment, elle va se poser la question, est-ce que je dois m'assurer pour mon entreprise? Et ça, c'est toujours du cas par cas. Donc, on a les assurances aussi de personnes au niveau de l'invalidité, donc les maladies graves. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut assurer à ce niveau-là. Encore une fois, c'est d'en discuter avec les professionnels puis de voir est-ce que ça s'applique à ma situation. Si, par exemple, j'ai un employeur qui me dit même si tu tombes malade, je te paye pendant 6 mois, 1 an sans problème, peut-être que je n'ai pas besoin d'assurance invalidité court terme. Donc, c'est toujours, encore une fois, dépendamment de là où vous travaillez, de votre situation actuelle. Pour les assurances de voiture, encore une fois, il y a une assurance qui est obligatoire, c'est celle de la responsabilité civile. Parce que si, par exemple, je fais un accident de voiture et je rentre dans un pylône électrique, que là, l'électricité est coupée pour plusieurs commerces, tous les commerces sont fermés, il fait venir les policiers, les pompiers, Hydro-Québec, c'est la responsabilité civile qui coûte très, très cher, que je n'ai pas payé directement de mes poches parce que mes assurances sont là pour ça. Mais c'est des choses qui peuvent monter très rapidement. Quand on fait venir 3-4 camions de pompiers, les ambulanciers puis les gars d'Hydro-Québec pour le fun, ça peut coûter plusieurs centaines de milliers de dollars pour une seule simple gaffe. Donc, il y a des choses comme ça qu'on doit vraiment faire attention. Mais c'est toujours la notion du risque. C'est quoi le risque? Donc, on m'avait proposé une fois d'assurer un prêt de 10 000 dollars. Et le prêt me coûtait en tout et partout quelque chose comme 1 000 ou 1 500. Donc là, quand on fait le calcul, c'était 1 500 $ de coût d'assurance pour un prêt de 10 000. Puis au fond, c'est quoi que j'assure quand j'assure un prêt? J'assure le remboursement du prêt si jamais je tombe malade.
ou quelque chose dans ce style-là. Donc, dans mon cas, ça n'avait aucun sens. Je n'avais pas besoin de ça. Donc, à un certain moment, j'ai appelé l'institution financière à dire, je pense que j'en ai pas de besoin. Puis on dit, effectivement, non, on l'a cancellé. Donc, c'est des choses qui se négocient au fil du temps puis qui se modifient aussi au fil du temps en fonction que notre situation change, évolue à travers le temps. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une relation de confiance avec tous les professionnels qu'Annick a super bien décrit. J'ai travaillé dans le secteur, je n'aurais jamais décrit ça aussi bien que ça. Donc, tu sais, réécoutez-le en réécoute si vous n'avez pas tout compris du premier coup, parce que toute l'information, Annick l'a toute mentionnée. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment génial. Puis, il faut profiter de ces professionnels-là qui font ça à longueur de journée. Donc, il y a des questions que même si je suis intéressé, puis même si je comprends, puis même si j'aime ça, je n'ai pas les réponses parce que je ne fais pas ça à longueur de journée. Donc, ça répond un petit peu à la question au niveau des assurances. Oui, oui, tout à fait. Puis merci beaucoup d'avoir donné des exemples aussi spécifiques. Je pense que ça aide beaucoup les gens qui nous écoutent là, de mettre vraiment des situations sur ce que tu décris sur les concepts. Parce que, encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui est assuré, ce n'est pas même tout le monde qui est arrivé au Québec. Donc, c'est important de bien comprendre tout ça, d'assimiler, puis ensuite d'être préparé à faire des bons choix. Maintenant, j'aimerais parler brièvement d'épargne. Les gens entendent souvent parler de CELI ou de REER. C'est beaucoup d'acronymes pour des personnes qui viennent tout juste d'arriver au Québec. Donc, Annick ou Carl-André, peut-être commencer par nous en dire un peu plus sur l'épargne puis l'importance aussi de mettre des sous de côté. Ben, si tu veux, je peux commencer puis je te laisse compléter, Annick. Oui, avec plaisir. C'est vrai qu'il y a plusieurs choses à comprendre quand on veut investir, quand on veut épargner. L'important, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on épargne. Je pense que la première question, c'est de se poser la question pourquoi est-ce que je veux épargner. Souvent, c'est pour avoir un fonds d'urgence, donc pour dire s'il arrive quelque chose, j'ai un petit peu de fonds financiers facilement accessibles. Ça prend aussi des investissements, par exemple, pour des gros achats qu'on veut faire. Donc, si je veux justement acheter une voiture et que je ne veux pas l'acheter avec des dettes, donc j'aimerais, par exemple, l'acheter avec de l'argent liquide, si je peux dire. Donc, il faut accumuler un certain montant. Si je veux acheter une télévision à 1 500 $, ben, je dois accumuler cet argent-là, sinon je vais la prendre à crédit et là, je vais payer de l'intérêt. Donc, il y a beaucoup d'avantages à avoir de l'argent de côté, ne serait-ce que pour la tranquillité d'esprit. Et je crois qu'il y a beaucoup de pays qui ont beaucoup plus cette mentalité-là d'accumuler l'argent pour acheter ce qu'on veut qu'au Québec. Au Québec, le crédit est excessivement facile d'accès. C'est le crédit qui vient à nous. Donc, il faut le refuser, le crédit au Québec. On va l'accepter. Donc, c'est d'apprendre à reconnaître quelle forme de crédit est intéressante ou pas. Mais la meilleure façon d'atteindre une certaine forme de liberté financière, c'est d'épargner. Maintenant, épargner comment ou pourquoi, ben, c'est toutes des questions qu'on regarde avec les professionnels. Donc, on va voir pourquoi est-ce que j'investis dans mon REER. Donc, le REER a l'avantage d'offrir un retour d'impôt. Donc, c'est un compte dans lequel on fait des placements, puis qu'il y a un traitement au niveau de l'impôt qui est différent. Que, par exemple, le CELI, que l'argent qu'on met dans un CELI est déjà imposé. Donc, le fonctionnement de ces comptes-là est différent, ils ont des objectifs différents, puis ça s'insère dans une stratégie globale qu'on doit regarder de façon globale. Et c'est là où, quand Annick parlait du planificateur financier, qui fait un tour de toute la situation financière, c'est vraiment le professionnel qui va être capable de nous faire des stratégies au niveau de ces différents types de comptes-là. Donc, on parlait du REER qui est plus souvent pour la retraite, le CELI qui est souvent pour de l'épargne à court terme, le REE qui est souvent pour l'étude des enfants. Mais encore là, tout ça peut se mélanger dans différentes stratégies selon notre situation. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'Annick, tu veux rajouter quelque chose à ce niveau-là? Ben, c'est juste compléter aussi, puis encourager vraiment les gens à épargner ici. Parce que étant immigrante moi-même, puis côtoyant beaucoup d'immigrants, beaucoup de gens disent que non, ils ne vont pas forcément avoir de l'épargne ici au Canada ou au Québec parce que leur plan, c'est de retourner à la retraite dans leur pays d'origine. Et donc, ils vont préférer épargner ou bien transférer de l'argent dans leur pays d'origine. C'est une très bonne chose, mais en même temps, il est important pour vous d'avoir aussi un patrimoine financier ici au Canada, au Québec. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que les produits que Carl-André citait tantôt, que ce soit le REER, donc pour la retraite, le CELI, qui est le compte d'impôt, le compte d'épargne, livre d'impôt, ou le R3E, qui est pour l'épargne pour les enfants, offrent des avantages fiscaux. Okay? Donc, en contribuant à ces régimes-là, donc en épargnant dans ces régimes-là, vous sauvez de l'impôt à quelque part. Donc, ce serait comme
comment ça, une erreur de ne pas y contribuer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je suis toujours revenue par rapport au R3E, donc le régime d'épargne études pour les enfants. C'est que ça, c'est un truc que je trouve formidable au Canada, au Québec. La possibilité pendant notre jeune vie de parents, par exemple, de pouvoir épargner pour l'étude de nos enfants plus tard et ne pas avoir à attendre que l'enfant soit au cégep ou à l'université pour se dire comment que je fais pour payer la facture. Okay? Et ce qui est encore plus magique avec ça, c'est que l'État, le gouvernement, que ce soit le gouvernement fédéral et provincial, nous donne de l'argent pour nous aider aussi à payer les études de nos enfants plus tard. Et récemment, c'est vraiment donné, hein. C'est vraiment ça. C'est environ 30 là, de bonus. Donc, dès qu'on investit 1 $, on est rendu avec 1,30 $ d'investi et on n'a encore rien fait. C'est ça. Moi, je trouve ça, moi, ça me fait briller les yeux. Là, je trouve ça magique en tant que tel. Puis, récemment, parce que la rentrée, c'est en ce moment, là, puis on voyait beaucoup aussi d'informations par rapport au bon d'études canadien, le BEC, qui disait que pour les familles à faible revenu, notamment, vous pouvez ouvrir juste un compte, un régime d'épargne études pour vos enfants, ne rien y mettre, OK? Et le gouvernement, il dépose de l'argent quand même. Un beau 500 $. Un 500 $ pour la première année, un 100 $ par année par la suite. Et donc, vous pouvez aller en n'ayant rien fait, juste en ayant été à la banque ou bien auprès d'un conseiller financier, ouvert un régime d'épargne études et vous avez à peu près 2000 $ que vous pouvez accumuler comme ça. Vous n'avez rien fait. Et ça, c'est des petits cadeaux comme ça qui existent et qui sont magiques en fait. Donc, que ce soit pour le CELI, que ce soit pour le RIER, que ce soit pour le régime d'épargne études, contribuez-y. Et même si vous n'avez pas pour projet de faire votre vie, votre retraite ici, contribuez-y quand même parce que là, après, c'est des traitements fiscaux qu'on ne parlera pas ici, là, mais il y a des traitements fiscaux avantageux aussi, même si vous épargnez ici dans un RIER, mais que vous décidez de faire votre retraite ailleurs. Donc, pensez-y encore. Wow! Merci, merci vous deux d'avoir parlé aussi intelligemment là, de l'épargne. Je pense que pour les jeunes parents qui nous écoutent et pour tous les autres qui pensent prendre leur retraite ici ou ailleurs, c'est une bonne chose d'apprendre sur l'épargne. Puis quand on est jeune, on n'entend pas beaucoup parler de l'épargne, mais c'est très important de commencer aussi rapidement que possible. Oui. Ouais. Donc, on a couvert 3 grands sujets, là, le système financier, les assurances, l'épargne. C'est sûr qu'aujourd'hui, on couvre les notions de base de ces sujets-là. Donc, encore une fois, on vous encourage d'aller vous informer davantage auprès d'un conseiller financier. Maintenant, passons au crédit. Un autre sujet très important, trop important pour ne pas en parler aujourd'hui un peu plus longuement. Donc, d'abord, qu'est-ce que le crédit? C'est quoi le crédit? Le crédit, c'est un emprunt d'argent sous promesse, sous contrat de remboursement. Donc, un créancier, qui est un prêteur, va mettre à disposition une somme d'argent à un emprunteur qui va plus tard se faire rembourser avec un intérêt. Donc, l'emprunteur, lui, va recevoir cet argent, ce crédit, temporairement. Il y a toujours un échéancier de prévu et donc va avoir une dette envers le créancier. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'emprunteur ne reçoit pas ce crédit gratuitement. Donc, il y a un prix à payer pour ce service-là. C'est pourquoi la plupart des créanciers vont charger des intérêts. Donc, les intérêts, c'est la somme d'argent que vous allez devoir rembourser qui vient s'ajouter à la somme que vous avez empruntée, qu'on appelle le capital. Donc, cet intérêt-là que vous allez avoir à rembourser au créancier en plus du capital est souvent proportionnel à la somme que vous allez emprunter. C'est pour ça qu'on parle d'un taux d'intérêt. Et plus le taux d'intérêt est élevé, plus vous allez payer d'intérêt et donc plus votre crédit vous coûte cher en quelque sorte. Maintenant, rappelons-nous que le crédit, c'est un accord, c'est une entente de remboursement. Alors naturellement, les créanciers qui vont prêter de l'argent veulent prêter à celles et ceux qui sont capables de rembourser. Et de là naît un certain problème. Tantôt, Carl-André, tu disais que le crédit est très accessible au Québec et c'est vrai, mais souvent, ça passe par un certain moment où les personnes immigrantes, des fois, ont de la difficulté à aller chercher ce premier crédit. Ensuite, une fois qu'ils ont des antécédents de crédit, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Mais si vous arrivez de l'étranger et que vous n'avez pas forcément d'historique de crédit, de preuve en quelque sorte que vous êtes des personnes de confiance à qui on peut prêter et qui vont rembourser le prêt,
ça peut arriver que certaines banques vont vous refuser. Donc, si ça vous est arrivé, vous n'êtes pas les seuls. Et Annick, tantôt, va nous parler plus en profondeur de comment avoir accès à du crédit à des taux d'intérêt qui sont concurrentiels aussi. Mais avant, essayons de comprendre quels sont les avantages et les dangers d'emprunter de l'argent. Donc, du côté des avantages, le crédit, c'est sûr que c'est pratique. On peut acheter en ligne avec une carte de crédit, on peut faire un meilleur suivi de ses dépenses, on peut faire face à des dépenses qui n'étaient pas prévues nécessairement. Une carte de crédit peut aussi être plus sécuritaire que traîner de l'argent dans ses poches. On peut accumuler des récompenses. Puis ça, on se fait vendre ça beaucoup. Ensuite, avec le crédit, on peut financer un achat important comme une maison ou une voiture. Et plusieurs étudiants le savent, le crédit peut aussi nous aider à financer nos études avec les prêts étudiants. Donc, Carl-André va en parler un peu plus tard. Et finalement, le crédit, si utilisé de façon responsable, de façon intelligente, ça vous permet de bâtir une bonne cote de crédit, un bon dossier de crédit au Québec. Et encore une fois, Annick va nous en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Par contre, le crédit présente des dangers, comme j'ai dit. Si on ne comprend pas comment ça fonctionne, si on ne s'en sert pas intelligemment, ça peut nous amener en fait à faire des achats impulsifs qui ne sont pas forcément nécessaires. Ça peut nous ralentir un peu dans notre désir d'épargner, puis trop dépendre du crédit. Le crédit, ça peut nous amener à accumuler beaucoup de dettes. Et malheureusement, il y en a qui vont se retrouver dans un cycle de dettes insurmontables. Vous allez commencer à payer là, des sommes très importantes chaque mois juste pour régler vos comptes. Donc, il faut faire attention à ça. Et comme on disait plus tôt, le crédit, c'est sûr qu'il faut payer des intérêts dessus. Donc, souvent très élevés, on fait attention à ça aussi. Alors, comment utiliser le crédit de façon à en tirer que des avantages, puis pas tomber dans un trou noir? Pour ça, il faut savoir faut savoir gérer son crédit d'abord, on va en parler, puis comprendre la différence entre une bonne et une mauvaise dette. En gros, une bonne dette, c'est un investissement dans votre futur. La bonne dette, c'est un peu le potentiel que vous avez de générer des revenus avec cette dette-là, d'accroître votre valeur nette. Par exemple, le crédit peut vous permettre d'acheter une maison ou investir dans vos études. Une mauvaise dette, par contre, c'est une dette que vous aurez de la difficulté à rembourser aujourd'hui, demain, parce que l'argent que vous avez emprunté, elle ne va pas être investie dans quelque chose qui vous rapporte de la valeur. C'est aussi simple que ça. Donc, contrairement à une bonne dette, la mauvaise dette, elle ne fait pas fructifier votre placement, elle ne vous aide pas à développer vos compétences pour gagner plus d'argent. Par exemple, acheter des vêtements ou payer un voyage pour lequel vous n'avez pas épargné, vous n'avez pas l'argent pour ce voyage-là, puis vous lâchez sur votre carte de crédit, ça, c'est une mauvaise dette. Et ultimement, la mauvaise dette, elle peut avoir un effet négatif sur votre dossier de crédit si vous ne réussissez pas à la rembourser. Et donc, j'aimerais laisser Annick nous parler en 2 minutes de la fameuse cote de crédit dont on entend beaucoup, puis l'importance de construire un bon dossier de crédit au Québec. Quelle porte ça peut vous ouvrir? Oui. Merci beaucoup, Merek. Un truc qu'on entend beaucoup, puis depuis que je suis arrivée au Canada, ça fait après 10 ans que je suis au Canada, on entend beaucoup à chaque coin de rue, c'est la cote de crédit. Connais-tu ta cote de crédit? Et j'ai fini par comprendre en fait, que la cote de crédit, c'est comme, en fait, c'est le squelette, la colonne vertébrale de votre vie financière ici au Canada. Okay? Sans cote de crédit, sans une bonne cote de crédit, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, si on y va de manière sommaire, la cote de crédit, en fait, c'est juste un chiffre, mais qui vient du dossier de crédit. Donc, le dossier de crédit, c'est un document qui est géré soit par Equifax ou TransUnion. On entend beaucoup parler de ces 2 agences de crédit-là actuellement au Québec. Et donc, ce qui regroupe toutes les informations sur notre situation et notre vie financière. Et le dossier de crédit et la cote de crédit vont aider les prêteurs potentiels, donc les institutions financières, entre autres, à déterminer si on est un bon payeur ou pas. Si on gère bien notre crédit qu'on a eu par le passé et si on a une bonne capacité à gérer notre crédit, notre dette.
Et c'est calculé de manière très simple. Vous allez beaucoup voir quand on parle de code de crédit, on va parler du score Beacon Score, qui pour évoquer la cote de crédit. Ça varie en général entre 300. Quand vous avez 300, c'est que c'est une très, très, très mauvaise cote de crédit. Et ça peut varier à très, très bon, voire excellent, donc dans les codes qui sont dans les 900. Sachant aussi que le type de code de crédit varie selon que ce soit une demande qui est faite à Equifax ou bien à TransUnion. Les barèmes ne sont pas forcément les mêmes. Et qu'est-ce qui entre en compte dans le calcul de la cote de crédit? Comme Mered le disait, c'est par rapport à notre crédit. Donc, comme on dit, c'est la cote de crédit, de ce crédit, c'est vraiment en lien avec notre consommation du crédit. Et ils prennent plusieurs éléments en compte. Je vais vous les citer par ordre d'importance. Premièrement, il y a l'historique de paiement. Comment est-ce qu'on rembourse le crédit qu'on a déjà? Est-ce qu'on le rembourse avec un retard ou pas? Ensuite, il y a l'utilisation du crédit. Parce que si vous allez voir votre banque pour une carte de crédit, une marge de crédit ou un prêt, vous avez toujours une limite. Notamment pour les cartes de crédit et pour les marges de crédit, vous avez une limite à ne pas dépasser. Et le consensus dans le domaine des services financiers, c'est que pour avoir une bonne cote de crédit ou bien un bon dossier de crédit, il ne faut pas dépasser, là, on dit entre 30, 35 ou 50% de la limite autorisée de votre crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à la fin du mois, vous ne pouvez pas payer en totalité votre carte de crédit ou bien votre marge de crédit, ce qui en passant est très recommandé. Si vous prenez une carte de crédit, assurez-vous de la rembourser au complet à la fin du mois, s'il vous plaît. Mais si jamais ça arrive et que vous êtes mal pris, essayez de ne pas laisser un solde qui dépasse 35% de votre limite. Donc, si vous avez une carte dont la limite est de 1 000 $, ne reportez pas un solde de plus de 350 $ pour le mois d'après. Très important. D'autres éléments pris en compte pour calculer la cote de crédit, on va prendre la durée d'utilisation du crédit. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez une carte de crédit? Est-ce que vous changez de carte de crédit un peu trop souvent? Etc., etc. Ça compte et ça compte de manière négative par contre. Si le crédit est trop nouveau, vous n'avez pas un historique assez lointain, ça ne joue pas à votre faveur. On va aussi voir, est-ce que vous arrivez à bien gérer différentes sources de crédit? Est-ce que vous avez une carte de crédit? Est-ce que vous avez un prêt hypothécaire? Est-ce que vous avez un prêt auto, etc.? Ça, c'est des éléments qui entrent aussi en considération. Et enfin, à quelle fréquence est-ce que vous demandez de crédit? Si tous les mois, là, vous allez demander du nouveau crédit à une institution financière différente, ça va impacter négativement votre dossier de crédit. Donc, ça, les éléments dont je vous ai parlé, c'est les éléments qui entrent en compte pour déterminer votre code de crédit. Très important aussi à mentionner, c'est que une mauvaise information, si par exemple vous avez une mauvaise passe, vous n'arrivez pas à rembourser votre crédit à temps, vous avez du retard, etc., tout mauvais pli, on appelle ça comme ça, dans votre dossier de crédit va durer pendant au moins 6 ans. OK? Donc, si vous faites une gaffe, une erreur de jeunesse, une erreur de passage, et que ça met une mauvaise encoche dans votre dossier de crédit, ça va être là pendant au moins 6 ans. Après 6 ans, la tâche en question ne sera plus là. Donc, on prend ça en considération parce qu'il y a beaucoup d'astuces dont on va parler pour avoir une bonne cote de crédit, mais les éléments dont je vous ai parlé tantôt sont vraiment les éléments à prendre en considération pour s'assurer d'avoir une bonne cote de crédit de manière durable. Et c'est très important, pourquoi? Parce qu'avoir une bonne cote de crédit va vous permettre d'avoir à la fois avoir accès à du nouveau crédit, à des taux d'intérêt très avantageux, comme Mered le disait tout à l'heure, mais aussi d'avoir des tarifs avantageux pour un téléphone, une ligne téléphonique, des assurances aussi, dont on parlait surtout des assurances auto-habitation et autres, mais aussi pour, dans certains cas, avoir un peu de travail que vous voulez ou avoir l'appartement ou la maison que vous voulez aussi. Donc, c'est vraiment très, très important d'avoir une bonne cote de crédit ici au Québec, au Canada. Merci, Annick. Merci. Puis je pense que ça vaut la peine quand même de passer quelques minutes sur la carte de crédit parce que c'est lié là, intrinsèquement à votre dossier de crédit. Donc, Carl-André, si tu peux nous donner là, un topo sur la carte de crédit, parce que je sais que beaucoup de nouveaux avances se la font offrir rapidement, mais on ne sait pas forcément comment elle fonctionne, c'est quoi les modalités pour les utilisateurs. Puis peut-être 2 mots sur les autres types de prêts, parce qu'il y a la marge de crédit, il y a le prêt personnel et étudiant, l'hypothèque. Donc, je te laisse la parole.
Excellent, mais effectivement, en fait, je dirais, en premier, il y a plusieurs façons de bâtir son crédit, de payer ses factures de cellulaire, d'Hydro-Québec, les paiements récurrents comme ça, qui ne sont pas nécessairement des dettes. Ça affecte aussi notre code de crédit. Donc, si on a des retards sur notre facture d'Hydro-Québec, par exemple, ça se pourrait que ça affecte négativement notre code de crédit, puis ils disent c'est pas un bon payeur, mais c'est pas une dette comme telle. Donc, c'est pas tout le temps relié exclusivement aux dettes, notre historique de crédit. Donc, c'est plus par rapport à notre historique de consommation, on pourrait dire. Donc, à ce niveau-là, la carte de crédit, c'est sûr que c'est un des éléments les plus faciles pour bâtir un historique de crédit. Une des choses que vous pouvez faire, c'est de tout simplement mettre les paiements, par exemple, de votre cellulaire ou des paiements automatisés comme ça, vous les faites passer automatiquement sur votre carte de crédit. Fait que là, vous avez un paiement par mois, une facture, vous remboursez tout, bien, vous avez un bon historique de crédit, vous l'utilisez bien. Donc, c'est comme une façon un peu de tricher si on n'a pas besoin de la carte de crédit. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, je n'ai pas besoin de la carte de crédit, mais c'est pas grave. Mais juste un paiement sur ta carte de crédit qui est récurrent tous les mois. Comme ça, tous les mois, il y a de l'activité sur ta carte, tu rembourses tout le temps, il n'y a jamais de problème, tu ne dépasses jamais ta limite et ça te bâtit un bon historique de crédit. Donc, c'est d'avoir un contrôle aussi sur ses propres impulsions. Donc, si on le sait que si on a 1 000 dans nos poches, mais qui n'est pas réellement 1 000 à nous, mais si on a 1 000 dans nos poches et qu'on n'est pas capable de ne pas le dépenser, bien, on est peut-être mieux de se restreindre, de trouver d'autres façons. Par exemple, des cartes de crédit préachetées. Donc, il y a une façon de mettre de l'argent sur une carte de crédit, mais que je ne peux pas dépasser la limite parce que je ne peux pas en dépenser plus que ce que j'ai mis. Donc, il y a différentes choses comme ça qu'on peut apprendre à s'autocontrôler. Mais une des pires erreurs, moi, c'est quand par exemple, j'avais vu un ami qui vient me voir et qui me dit hey, j'ai reçu une carte de crédit de 1 000 j'ai dépensé, tout ça. Puis là, je dis parfait, quand est-ce que tu vas commencer à rembourser? Il me dit rembourser quoi? C'est parce qu'une carte de crédit, ce n'est pas notre argent. Donc, quand on utilise l'argent de la carte de crédit, il faut la rembourser. Et ça, il y a des gens qui je ne sais pas, peut-être qu'ils comprennent mal, qui se le font mal expliquer, mais pour différentes raisons, c'est important de comprendre que ce n'est pas notre argent. Donc, c'est là, c'est disponible, mais il faut toujours faire attention avec ça. Maintenant, comme Marie disait, il y a des bonnes dettes qu'il ne faut pas négliger. Par exemple, les dettes étudiantes, donc qui sont, je veux dire, en soi, c'est une bonne dette parce que ça nous permet d'avoir une certaine éducation, un diplôme, donc certains actifs dans la vie qui vont rester. Une voiture aussi, ça peut être une raison de dire j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler, donc pour aller gagner des revenus, etc. Mais on peut aussi se dire est-ce que je suis capable de le faire en vélo, par exemple. Donc, c'est toujours des questions comme ça. Mais c'est important de s'en tenir à ce qu'on a réellement besoin. Maintenant, je n'ai pas répondu exactement à la question que tu m'as posée. Excuse-moi, c'était quoi exactement? Bien, les autres types de prêts, en fait, la différence, par exemple, entre une carte de crédit puis une marge de crédit? Oui, bien, en fait, il existe les prêts, les cartes et les marges. Donc, les prêts, c'est un montant d'argent qu'on nous donne, qu'on doit rembourser à une certaine fréquence. Donc, un prêt hypothécaire, un prêt personnel, un prêt pour une voiture, un prêt étudiant. Donc, on nous donne un montant d'argent et on rembourse après une certaine période. Sinon, les marges, c'est une permission d'aller dépenser de l'argent qui n'est pas à nous, puis on rembourse à la vitesse qu'on veut. Sauf que si on ne rembourse pas vite, on accumule plus d'intérêts. Et ça, généralement, c'est une des façons de s'endetter facilement parce que, justement, on utilise la marge beaucoup. On n'est pas capable de la rembourser. Et contrairement aux prêts qui ont des versements automatiques à tous les mois, la marge, on n'y a pas de versement automatique. Donc, si un mois, on décide de rien rembourser, c'est nous les pires parce qu'on accumule encore plus d'intérêts. Donc, les cartes qui sont tout simplement, comme on dit, c'est une carte, j'ai une permission d'aller jusqu'à 1 000 de dépenses, mais je dois rembourser. J'ai un délai de grâce de 21 jours, c'est que je n'ai pas d'intérêt. Donc, j'ai réellement un prêt sans intérêt pendant 21 jours, puis c'est ça la trappe. Parce que là, on se dit, je suis pas allé au restaurant, puis demain, je vais aller au restaurant, puis après ça, je vais aller faire l'épicerie avec la carte de crédit, puis on se ramasse avec une facture de 1 000 puis on n'a pas encore reçu notre paye. Puis on se dit, où ma paye, que je rembourse ma carte de crédit? Puis on la cherche toujours, puis là, les dépenses s'accumulent sur la carte de crédit. Donc, c'est facile d'avoir 3, 4, 5, 6 000 sur la carte de crédit qui commence à s'accumuler parce qu'on achète différentes choses, puis on n'est pas capable de la rembourser avec notre paye. Donc, c'est le piège à ne pas tomber avec la carte de crédit, puis c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais il y a toujours des bons investissements qu'on peut faire à crédit, comme d'acheter une maison avec le crédit, c'est une des seules façons de le faire. Puis je pense que ce que le Moulin Microcrédit aussi propose, c'est une forme d'investissement en soi. Donc, je ne sais pas si tu voulais détailler un petit peu plus là, ce que vous faites exactement. Oui, donc nous, en fait, on offre des prêts à faible taux d'intérêt pour les personnes immigrantes qui souhaitent investir dans
leurs études, dans leur formation ou trouver un travail en région. Donc, pour les déplacements aussi, on peut vous permettre de prendre un prêt puis de vous relocaliser. Mais l'idée derrière ça, effectivement, c'est un prêt personnel, mais que vous utilisez comme une bonne dette, dans le fond, qui va vous permettre de faire vos études, d'aller décrocher l'emploi que vous souhaitez occuper, puis finalement avoir un revenu qui rentre, qui est beaucoup plus élevé que ce que mettons, vous avez en ce moment. Beaucoup de nos clients sont des personnes qui n'ont pas du tout de revenus en ce moment, là, donc c'est une belle façon de faire reconnaître ses compétences puis de travailler dans son domaine au Québec. Merci, Carl-André, d'avoir démystifié un peu la carte de crédit. C'est pas la carte magique qu'on aimerait qu'elle soit. Il faut faire attention. Mais en tout cas, merci de nous avoir éclairé à ce sujet. Donc, j'aimerais conclure. Je sais qu'on est quasiment là déjà à 19 heures. Les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous poser des questions. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été véhiculées, donc ça va prendre un peu peut-être de temps à assimiler. Donc, écrivez-nous les questions sur le Q&A au bas de l'écran ou envoyez-nous un message en privé avec nos courriels là, personnels au travail. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Sinon, on va vous envoyer aussi un courriel à la suite de ce webinaire pour ceux et celles qui s'étaient inscrites avec une liste de ressources intéressantes pour vous à consulter. Continuez de vous informer sur ces sujets-là. Sinon, Annie... Il y a deux questions sur Facebook qu'on a passées dans les dernières minutes. Parfait. Est-ce que tu peux y répondre, le lire et lui répondre? Oui, donc on demande si les factures affectent le crédit. Pourquoi posséder une carte de crédit? Parce que justement, les factures, c'est une façon facile de bâtir son crédit. Donc, des factures que de toute façon, on paye à tous les mois, par exemple, un cellulaire, Hydro-Québec, donc des choses comme ça, des assurances, par exemple, avec la voiture. Donc, c'est des choses qu'on paye de toute façon. Donc, si on est capable de profiter de cette facture-là pour se bâtir un crédit, bien, c'est une pierre deux coups. Et on a la question, donc, est-ce que sauter les paiements sur son cellulaire, ça reste affiché pendant 6 ans également? Annick, je ne sais pas si tu veux répondre. Oui, parce que les compagnies de cellulaire et les compagnies de câbles de distribution telles que Vidéotron et autres, en fait, envoient des informations à notre dossier de crédit, donc à Equifax ou TransUnion, et donc c'est noté aussi, effectivement. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Oui. Même question que toi, Annick. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient poser une question? Je sais que vous êtes sur muet par défaut, mais n'hésitez pas à l'écrire dans le chat ou bien dans la fonction questions-réponses. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur les réseaux sociaux et sur Zoom. Merci beaucoup, Annick, et merci beaucoup, Carl-André, d'avoir co-animé ce panel aujourd'hui. Je pense que c'est d'une grande importance de connaître plus sur ses finances personnelles parce que l'éducation financière, c'est un moyen de rester là, en fait, de bien gérer son budget, de bien gérer ses finances au Québec. C'est une façon de s'intégrer aussi pour les personnes immigrantes. C'est quasiment impossible là, de ne pas être au fil des nouvelles puis de toutes les informations sur le système financier. Tout ça, c'est très important, en fait, pour votre intégration socio-économique au Québec. Oui, tout à fait. Puis, je pense qu'on peut aussi souligner le travail que Option Travail fait avec Carl-André d'ailleurs, pour les séances d'éducation financière pour les nouveaux arrivants. Ils ont leur page Facebook, les gens peuvent suivre justement Option Travail. Il y a aussi Code F que vous pouvez suivre pour justement avoir de l'information, des conseils et autres. Puis, on le fait de manière bénévole et gratuite. Et surtout, merci aussi au Moulin Microcrédit pour l'invitation et pour l'initiative aussi, parce que ça, c'est important. On a vu qu'il y a des gens qui n'étaient même pas encore arrivés au Québec, mais qui s'intéressaient à ça. Fait que c'est vraiment très, très important. Effectivement, merci beaucoup pour l'invitation. C'est sûr que si vous avez des questions pour votre intégration sur le marché du travail ou de la vie au Québec, c'est sûr que Option Travail, là, j'ai plein de collègues qui peuvent vous aider dans plein de volets de ces aspects-là. Donc, l'intégration au Québec. Et la vie financière fait clairement partie. Je pense que les statistiques sont assez claires aussi que ça fait partie des choses qui vont faire que les gens vont rester. C'est quand ils ont compris un peu dans l'environnement dans lequel ils vont travailler. Et c'est pour cette raison-là que je pense que c'est important de ne pas hésiter à poser des questions et à essayer de se renseigner puis de s'instruire.
Je pense que le fait d'immigrer, c'est aussi une belle occasion de, j'ai envie de dire, des fois, de reprendre le contrôle sur certaines choses que des fois, on a peut-être moins accordé d'attention, qui est aussi importante que les finances personnelles. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui sont là pour nous aider quand on a des questions. Maintenant, il faut être proactif puis des fois les poser. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, aller voir Annick. Là. Annick a une très bonne expérience. C'est comme, elle a fait tout le processus d'immigration que vous pouvez connaître. Elle a travaillé dans le système bancaire aussi. Fait que c'est sûr qu'elle peut définitivement vous aider à plein de niveaux. Fait qu'hésitez pas aussi à aller rencontrer les gens de microcrédit qui ont plein de ressources aussi, donc qui sont partout à travers le Canada, donc pas nécessairement juste au Québec. Les gens sont là pour vous aider, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Puis on avait une dernière question pour moi, pour le modèle microcrédit dans notre section Q&A. Ça demande quel est le taux d'intérêt des prêts qu'on offre. Donc, pour les taux d'intérêt, c'est très important en fait de s'informer sur le taux et les modalités de remboursement. Donc, vous faites bien de poser la question. Le modèle microcrédit offre des prêts donc à faible taux d'intérêt parce qu'on se veut une alternative à ce qui se fait déjà ailleurs. On utilise le taux préférentiel de la banque RBC plus 1,5 %. C'est noté que c'est un taux d'intérêt variable. Si jamais vous voulez plus d'informations par rapport au taux et aux modalités, contactez-moi directement. Je vais laisser mon information dans le chat ou visiter le site Internet. Et il y a beaucoup d'informations. Vous pouvez même m'appeler. Je vais prendre votre appel et vraiment vous expliquer comment fonctionne le taux d'intérêt chez le Moulin et les modalités de remboursement. Parce que là, on doit déjà conclure. En tout cas, merci pour la question. Puis, merci à tous les participants, encore une fois, sur les réseaux sociaux puis sur Zoom. Prenez soin de vous parce qu'on est encore en pleine pandémie. Donc, prenez soin de vous, portez votre masque, puis on se reparle très bientôt. Merci Annick, merci Carl-André. Merci à vous. Merci à vous et au plaisir. Au revoir. Au revoir.